Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Au sommaire de cette édition du 21 novembre 2021, les sanctions de l'Union européenne contre certaines hautes autorités du pays restent maintenues. Le ministre de l'Intérieur et le chargé de mission de la présidence font partie des 4 Burundais qui ne sont pas autorisés à franchir le sol européen. Vous aurez les détails tout à l'heure. Un réfugié succombe à ses blessures dans le camp de Lusenda. Ce Burundais avait été blessé au cours de l'une des attaques perpétrées ces derniers jours par des groupes armés dans ce camp situé à l'est de la République démocratique du Congo. Elle a été arrêtée par les agents du service national de renseignement à l'aéroport de Bujumbura hier après-midi. Les proches de l'activiste des droits de l'homme Béatrice Nyamoya ignorent le motif et le lieu de sa détention. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Sécurité pour commencer, un réfugié burundais de Lusenda a succombé à ses blessures ce matin. Il avait été blessé lors d'une des attaques perpétrées ces derniers jours dans ce camp situé à l'est de la République démocratique du Congo. Des hommes armés ont encore une fois attaqué ce camp la nuit dernière, mais les réfugiés étaient aux aguets. Le point avec Onésime de Shimagidze. C'était dans la nuit de ce samedi lorsqu'un groupe d'hommes armés qui seraient des combattants Maïmaï s'est introduit encore une fois au camp de Lusenda pour voler et tuer certains réfugiés accusés à tort de collaborer avec les membres de la communauté de Banyamulenge. Ces combattants se sont hérités à un groupe de réfugiés qui faisaient les rondes nocturnes et ils se sont repliés sans faire de dégâts comme l'indique un de ces réfugiés. Ils sont entrés à travers le village 24 et ils ont continué jusqu'au village 25. Les autres ont envahi le site de Lulinda. Ils se sont heurtés à un groupe de réfugiés qui faisaient la garde et ils se sont repliés sans faire de dégâts. Nous avons appris qu'ils étaient venus pour enlever certains réfugiés accusés à tort de collaborer avec les Banyamulenge. Ces réfugiés qui figurent déjà sur la liste des personnes à éliminer établies par ces Maïmaï, montés souvent dans les montagnes où habitent ces Banyamulenge pour cultiver ou pour acheter des marchandises comme le haricot. Cette attaque est la deuxième commise dans ce camp après celle perpétrée la nuit de ce vendredi, où une personne prénommée Jackson, blessée par balle lors de cette attaque, a rendu l'âme ce dimanche. Avant d'être attaqué chez lui par ce groupe de combattants, il avait été victime de vol et de ses 5 vaches. Il était sur une liste de réfugiés à éliminer établie par ces combattants. Pour le moment, ces réfugiés burundais du camp de Lusenda sont dans une situation de paix panique. Ils ont commencé à vider leurs ménages pour assiéger les bureaux de la Commission nationale en charge des réfugiés CNR depuis ce samedi pour demander une protection. Au sein de la CNR, son représentant au camp de Lusenda, Didier Numbi, nous a signifié qu'une réunion de sécurité était prévue ce dimanche pour trouver une solution à cette situation d'insécurité. Quant à l'identité de ce groupe qui vole et tue les réfugiés, Didier Numbi affirme qu'il s'agit de bandits. Comme gouvernement congolais, nous nous employons à trouver les mesures pour leur sécurité. Et tout à l'heure, à 13h, nous avons une réunion de sécurité avec les ONG pour trouver des solutions à cela. Non, beaucoup de réfugiés ont passé nuit à côté de la police et du bureau de la CNR. Et qui sont ces gens qui perturbent leur sécurité? Ce sont des bandits, mais armés, mais on va s'occuper d'eux bientôt. Ces réfugiés burundais du camp de Lusenda indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les forces de sécurité n'interviennent pas en cas d'attaque pour les secourir. Ils demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo d'assurer leur sécurité. Au cas contraire, que le HCR trouve un autre pays capable de les protéger.
La sécurité a également été perturbée à Muyinga. Les habitants du chef-lieu de cette province, surtout ceux du quartier Gasseigne sur la colline Kinyota, ont passé une nuit blanche suite au crépitement d'armes à feu hier soir. Les sources sur place indiquent que la police était en train de traquer les orpailleurs informels qui opèrent actuellement pendant la nuit. La police de Muyinga rapporte que 6 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. La sécurité, c'est également cette arrestation aux allures d'enlèvement de l'activiste féministe Béatrice Nyamoya hier à l'aéroport de Bujumbura. Les sources aéroportuaires indiquent qu'elle a été embarquée dans un véhicule par les agents du service national de renseignement. Dani-Claire Iratroumva pour plus de détails. C'était dans l'intervalle de 16h et 17h ce samedi lorsque l'activiste Béatrice Nyamoya a été arrêtée à l'aéroport international Mekiol Ndadaye au retour d'un voyage à l'étranger. Les sources aéroportuaires font savoir que cette militante des droits de la femme au Burundi et ancien agent de l'inspection générale de l'État a été appréhendée à la sortie de l'aéroport par des agents du service de renseignement au moment où elle s'apprêtait à regagner son domicile. Les mêmes informations précisent que ces agents de renseignement ont par la suite embarqué Béatrice Nyamoya dans un véhicule de type pick-up. Les informations à la disposition de la RPA révèlent que ces personnes ont alors improvisé une fouille-perquisition au domicile de cet activiste et ont saisi son ordinateur portable. Les informations qui nous parviennent indiquent que Béatrice Nyamoya se trouverait actuellement dans les cachots du service de renseignement de Bujumbura. Selon des sources fiables, les diplomates œuvrant au pays auraient été saisis et seraient intervenus après de maintes alertes de différentes professionnels des médias et défenseurs des droits humains sur la toile. Les mêmes sources soulignent que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH, ainsi que le président de la République en personne auraient été tenus au courant de l'affaire et que le président de la République aurait déclaré que cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête. Même si les membres de la famille de l'activiste Béatrice Nyamoya disent actuellement ignorer les détails de cette détention, ils affirment être toujours optimistes qu'une exécution n'en découlera pas. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi se dit préoccupé par cette arrestation de Béatrice Nyamoya. Ce mouvement craint que la police présidentielle ne procède à la torture de ce défenseur des droits de l'homme. Pour ce mouvement, Béatrice Nyamoya est tout simplement victime de son long engagement dans la promotion des droits de l'homme en général et ceux des femmes en particulier. Suivez Immaculée Hunja, c'est la présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi a appris avec grande stupéfaction l'arrestation ce samedi 20 novembre 2021 de Madame Béatrice Nyamoya, une grande figure burundaise dans le leadership féminin à l'aéroport international de Bujumbura. Après son arrestation par le service national de renseignement, une fouille-perquisition a été menée à son domicile et rien n'a été trouvé. Elle est détenue au service national de renseignement où elle risque de subir toutes sortes de violences, tortures, disparitions forcées, assassinats, viols et autres. Madame Béatrice Nyamoya est victime de son long et constant engagement dans la promotion et la protection des droits de l'homme et plus particulièrement celle des femmes et filles à l'échelle nationale où elle est cofondatrice et militante dans le cadre de l'Association des femmes juristes du Burundi, dont elle a assuré la présidence dans une période critique du pays et porté loin ses actions et la voix des sans-voix. En 2014, tout Burundais se souvient de son engagement avec courage et détermination auprès des femmes vulnérables et vendeuses des fruits et légumes pour le respect de leurs droits et leur protection contre toutes sortes de violences commises à leur égard et publiquement par les agents de la police nationale, dont les bastonnades, spoliations, destruction de leurs produits et autres. Son engagement infaillible lui a valu des arrestations et convocations intempestives. Mais rien n'est venu à bout de sa détermination.
Béatrice est une grande activiste sur le plan régional où elle milite dans le cadre de l'EAC, une initiative sous-régionale d'appui à la promotion de la femme en Afrique de l'Est. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi demande vivement au gouvernement et plus particulièrement aux différentes institutions à charge de la protection des droits de l'homme, la justice et la sécurité des citoyens, de tout faire pour que la vie et la dignité de Madame Béatrice Nyamoya soient sauvegardées. Certains habitants de la mairie de Bujumbura, victimes de la démolition des constructions anarchiques, déplorent le fait que la campagne soit elle-même anarchique selon eux. Un habitant de la zone Musaga sur la route Bujumbura-Igenda indique que sa maison a été démolie alors qu'il était en ordre, du moins selon les documents qu'il avait à présenter. Suivez cet habitant de Musaga. Il avait dit que les gens qui n'ont pas construit au-delà des bornes mises en place par le service de l'État devraient être épargnés par la démolition. Moi alors, je n'ai jamais dépassé les bornes. La commission envoyée par le ministre l'a confirmé. Voici les documents. Voici également le procès verbal de bornage et d'arpentage. C'est bien clair que je n'ai pas dépassé les bornes. Tenez, j'ai tous les documents ici, le titre de propriété et le plan cadastral. On avait dit que seuls les gens qui ont des maisons tout au long de la route, qui ont été indemnisés, mais qui n'avaient pas dépassé les bornes, devraient être concernés par la mesure. Notre quartier a été construit en 1994. La RNSS a été réhabilitée en 1982. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Nous sommes en ordre. Le ministre l'avait bien déclaré. Nous sommes en possession des documents, mais personne ne veut même pas entendre parler de ces documents. Ni la police, encore moins l'administrateur vraiment. Personne ne veut même pas y jeter un coup d'œil. Monsieur le ministre, on vous implore, venez nous secourir. Venez secourir la population, monsieur le ministre. Nous sommes en ordre. Nous sommes en ordre. Regarde, il ne me manque aucun document. Est-ce qu'il ne s'agit pas de documents décernés par l'urbanisme? Aurais-je moi-même écrit ça? Pourquoi n'allez-vous pas demander à l'urbanisme? Pourquoi n'allez-vous pas à RMC qui a construit nos maisons? Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce journal sur le site web de la RPA, c'est le www.rpa.bi. Vous pouvez également trouver ce journal sur la page Facebook de la RPA, Izwi Yabanyagihugu. Nous sommes également présents sur YouTube et Twitter. Dans un instant, nous parlons du maintien des sanctions imposées par l'Union européenne à certains individus. RPA. Je vous le disais dans le titre, l'Union européenne a pris la décision de renouveler les sanctions prises à l'encontre de certaines hautes autorités burundaises. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire est parmi ces hautes autorités contre lesquelles les sanctions sont maintenues jusqu'en 2022. Les détails avec Francine Mahoro. Les déroutes des autorités burundaises à l'encontre desquelles l'Union européenne a décidé de prolonger les sanctions pour une année supplémentaire, sont le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika, et le chargé de mission à la présidence Godefroid Bizimana. Sur cette liste figure aussi Mathias Joseph Nyonzima alias Kazungu, un agent du service national de renseignement, et Ronald Ngendakumana, un ancien officier de l'armée. L'Union européenne accuse le ministre Gervais Ndirakobucha d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en donnant des instructions qui ont entraîné un recours disproportionné à la force, des actes de violence, des actes de répression et des violations du droit international et des droits de l'homme à l'encontre des manifestants dans le cadre des manifestations qui ont suivi l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle, notamment les 26, 27
et 28 avril 2015 dans les quartiers de Nyakabiga et Musaga à Bujumbura. Godefroy Bizimana et Mathias Joseph Niyonzima alias Kazungu sont de leur côté accusés par l'Union européenne d'avoir fait des activités considérées comme compromettant la démocratie et faisant obstacle à la recherche d'une solution politique à la crise burundaise. Certaines d'entre elles constituent des atteintes graves aux droits de l'homme à l'égard des manifestations pacifiques de 2015. L'ancien général Léonard Ngendakumana est accusé quant à lui d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en participant à la tentative de coup d'État du 13 mai 2015 en vue de renverser le gouvernement en place. Ainsi, l'Union européenne a prolongé jusqu'au 31 octobre 2022 les sanctions contre ces 4 Burundais. Ces sanctions prises depuis le 1er octobre 2015 consistent à un gel de l'avoir détenu dans l'Union européenne et une interdiction d'entrée sur le territoire des 27 à l'exception d'une dérogation spéciale. Page gouvernance à présent. Les juges déployés en mission dans quelques provinces du pays pour appuyer l'exécution de jugements coulés en force de choses jugées réclament les arriérés de frais d'omission. Il en arrive que certains d'entre eux manquent de moyens de déplacement. Ils demandent aux concernés d'observer leurs devoirs. Les détails avec Eloge Kwizera. La campagne d'exécution de jugement ayant coulé en force de choses jugées a commencé le 20 octobre et a pris fin ce 20 novembre. Les juges en mission d'appui dans certaines provinces indiquent qu'ils n'ont pas encore touché les arriérés de frais d'omission. Il s'agit entre autres de frais de restauration, d'hébergement et ceux de déplacement. Selon une source de la FA, à défaut de recevoir les frais d'omission, ils ont contracté des dettes auprès des amis pour ne pas interrompre leur engagement, vu que les superviseurs leur promettaient que l'argent allait être disponible récemment. Toutefois, poursuit notre source, ce vendredi à la fin de la mission, ils ont été décidés de se voir renvoyer pour la petite mission sans même être dotés de frais de déplacement. On nous a fait rentrer de la fin de la mission sans rien nous dire en rapport avec notre argent. On ne nous a même pas donné le ticket. Chacun devrait s'arranger individuellement pour rentrer. Il y en a ceux qui sont restés sur terrain, faute de moyens de déplacement. Et dit la mission à Chibitoke et indique que malgré le retard, ils ont touché ces frais au matin de ce dimanche. La campagne a pris fin vendredi soir. Par exemple, ici à Chibitoke, ils avaient attendu ces frais jusque vers 20h, mais en V. C'est à l'heure où je vous parle que ces frais sont en train d'être distribués à Rugombo parce que hier, le responsable n'était pas disponible. Les juges qui indiquent que les frais d'omission ont été détournés sont des provinces Bujumbura et Rumonge. Les frais d'omission qui n'ont pas été débloqués sont relatifs de 6 à 8 jours selon l'endroit où les concernés étaient affectés. Un juge devrait toucher 71 000 francs par jour, précise notre source, mais la dette revenait à une somme comprise entre 426 000 francs et 568 000 francs. En province de Chibitoke, notre source affirme qu'ils sont parvenus à toucher tout l'argent qui leur est dit le matin de ce dimanche. Les juges lésés demandent aux superviseurs de leur remettre l'argent qui leur est destiné. Toujours en page gouvernance, l'inspecteur général de l'État vient de désigner une commission chargée d'enquêter sur la corruption qui a caractérisé l'agrément de certaines pharmacies par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. C'est après que certains travailleurs du dit ministère aient dénoncé cette pratique et demandé que cela cesse pour le bien de la population, surtout que ces pharmacies ne remplissaient pas les normes exigées. Les détails avec Josiane Mouzaneza. Cette commission a été mise en place au mois d'octobre et est composée de 3 personnes. Il s'agit de Godelive Irababonera, Athanase Nyonsavier et Saïdi Salomon. Les 3 ont pour mission d'inspecter toutes les pharmacies agréées depuis 2018. Certains travailleurs du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida se réjouissent de cette mesure qui vient, selon eux, à point nommé, à voir le désordre et la corruption qui gangrènent ce secteur, des magouilles qui auraient été facilitées par le ministre de la Santé sortant
Le docteur Tade Ndikoumana. Au fait, pour s'assurer de la réussite de leur magouille, ils ont d'abord suspendu tous les agréments. Après, ils ont commencé à percevoir des pots de vin en cachette. Le plus actif était le porte-parole du ministère de la Santé, le docteur Bosco Girukwishaka, mais ce dernier avait l'aval de son chef, donc du ministre. Pour cela, ils avaient mis en place des commissionnaires. Je donnerai l'exemple d'un infirmier du centre de santé de Kimina, du nom de Jonathan, qui était le principal commissionnaire. Pour l'agrément, on donnait à ces commissionnaires un montant de 5 millions et ces derniers vous apportaient chez vous tous les documents en règle. Une fois démasqué, poursuit notre source, le docteur Tade Ndikoumana, pour se dédouaner, a jeté la poudre aux yeux aux parlementaires qu'il avait convoqués. En effet, cet ancien ministre de la Santé a fait croire à ses représentants du peuple que cette prolifération de pharmacies profitera à la population qui avait du mal à avoir accès à certains médicaments. Une fois le pot au rose découvert, le ministre a été de noyer le poisson. C'est ainsi qu'il a affirmé aux parlementaires qu'ils ont voulu rapprocher les médicaments à la population. Avant que ces magouilles ne commencent, le secteur pharmaceutique était très bien organisé et seuls les gens ayant une carrière médicale étaient autorisés à ouvrir une pharmacie, sauf pour les grossistes qui sont eux des simples commerçants. Mais aujourd'hui, n'importe qui se réveille le matin et veut ouvrir une pharmacie et on l'y autorise sans aucun problème. Les travailleurs du ministère de la Santé publique demandent à cette commission de travailler dans la transparence et sans penchant pour que ces pharmacies qui ne remplissent pas les conditions soient fermées et que les responsables de cette corruption soient punis conformément à la loi. À propos de ces accusations, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'ancien ministre de la Santé, le docteur Tade Ndikoumana. Pour rappel, ce dernier vient récemment d'hériter du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. L'image du Burundi en matière de la sécurité et de la politique n'est pas du genre à persuader les investisseurs à venir dans le pays. Propos de Libera Mfumukeko, ex-secrétaire général de la communauté est-africaine lors du forum national qui a duré 2 jours à Bujumbura. Pour lui, les Burundais doivent redoubler d'efforts pour rechercher la stabilité politique et sécuritaire pour espérer rattraper les pays de la sous-région. Je vous propose d'écouter Libera Mfumukeko, c'est l'ancien secrétaire général de l'EAC. Un investisseur qui veut venir dans un pays va regarder beaucoup de choses. Ils évaluent toujours la situation politique et sécuritaire. En tout cas, ce qui est sûr et certain, ils vont regarder la sécurité. Et pour le Burundi, il y a une image qui n'est pas positive, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est une accumulation, sans doute, de plusieurs événements qu'on a eus dans notre histoire. On va dire des événements répétitifs qui ont construit une certaine image de notre pays et qui conduisent toujours à un ralentissement de l'activité économique, donc incluant la fermeture de plusieurs entreprises, la dissuasion de nouveaux investisseurs pour venir au Burundi. Par exemple, la période 2015-2019 montre très bien qu'il y a eu très peu d'investisseurs qui sont venus au Burundi. 2011-2012, l'API a enregistré 81 entreprises. Vous voyez déjà qu'en 2015, on a enregistré 3 investisseurs. Vous devriez savoir qu'il y a beaucoup de gouvernements qui conseillent à leurs citoyens de ne pas venir au Burundi parce qu'on est considéré comme un pays à très haut risque. Ce qui est sûr, c'est que nous devons poursuivre les efforts de renforcement et de stabilité politique et sécuritaire. Et puis, il faut beaucoup de communication. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs API, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, RDB il y a 2 ou 3 ans, mais ils ont tous recours à des services professionnels parce qu'il y a des agences de publicité, des agences de communication qui ont des accords avec les plus grands médias et pouvoir toucher un très grand public. Je crois que c'est peut-être incontournable. Quand vous demandez à un pays comme le Rwanda ou le Kenya, vous demandez quels sont vos secteurs prioritaires, il y a des chances qu'il y ait un plan directeur, qu'il y ait un grand livre en vous disant pour l'agriculture, c'est ça. Et là-dedans, il y aura des projets bancables. Vous allez au Kenya, vous allez voir l'aéroport, il y a Keninvest qui est là. Si vous allez au Rwanda, en tant qu'investisseur, vous verrez que vous serez reçu à l'aéroport et vous avez un accès automatique au lounge VIP. Et les grands investisseurs, il y aura toujours un transport qui sera donné par RDB, Rwanda Development Board. Vous pouvez également recevoir ce journal en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 15 12 94 16 348. Dans un instant, nous nous rendons dans le camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. RPA.
Après 2 semaines d'apparition de l'épidémie de choléra au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda, l'on constate un léger mieux. Aucun nouveau cas n'est enregistré ces 2 derniers jours. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Les villages de Nyarugugu à BS sont touchés par l'épidémie de choléra au cas de réfugiés de Nakivale en Ouganda. Jusqu'à ce dimanche, 164 malades étaient enregistrés. La semaine dernière, on comptait plus de 200 cas. L'aide administrative au cas de Nakivale indique que les efforts fournis en matière d'assurance plus d'hygiène et d'assistance aux malades ont contribué à affaiblir la maladie. Une fois qu'une personne est attrapée le choléra à son domicile, les agents communautaires se précipitent pour faire l'hygiène et épargner ceux qui ne sont pas encore touchés. Ces agents communautaires disponibilisent des médicaments à chaque maison, dans les chambres et les toilettes. Pour le moment, l'eau est disponible. On a amélioré l'hygiène et aidé ceux qui sont touchés. En plus, on a interdit d'utiliser l'eau du lac Nakivale. Nos sources au cas de Nakivale indiquent que cette maladie est due au manque d'eau potable au cas, le manque d'hygiène, les toilettes publiques débordées et le manque de savon. Le cas de réfugiés de Nakivale en Ouganda abrite plus de 41 000 réfugiés burundais. Puisque nous parlons réfugiés, des financements sont encore plus que nécessaires pour que l'activité de rapatriement des réfugiés se déroule convenablement. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA en sigle, jusqu'à présent, certains rapatriés sont sans abri et dans le besoin du matériel primordial. Les détails avec Eric Nyonzima. Plus de 104 millions de dollars américains est le montant nécessaire pour que l'accueil et la réintégration des rapatriés se déroulent dans de bons termes. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021, seuls 10% de cette somme étaient disponibles, ce qui ne change rien au problème qui rend ce projet d'accueil et de la réintégration de réfugiés. Jusqu'à présent, comme l'indique toujours OCHA, 66% parmi les rapatriés sont sans abri. À cela s'ajoutent d'autres problèmes, dont le manque de papiers d'identité pour la plupart des rapatriés. À côté de cela, 50% des enfants de rapatriés ne sont pas scolarisés, ce qui les pousse dans différentes formes d'exploitation et de violence, sans oublier les abus sexuels. À part cela, OCHA fait savoir que 19% des rapatriés n'ont pas accès aux services de santé primaire, ainsi du manque d'eau potable qui s'observe dans différentes zones d'accueil des rapatriés. C'est donc OCHA, un financement plus important est nécessaire pour parvenir à une réintégration durable des rapatriés. Sinon, l'accueil des rapatriés sera toujours confronté à d'innombrables problèmes au Burundi. En plus, le Haut Commissariat des réfugiés HCR, quant à lui, indique que 30% des rapatriés déjà réintégrés dans la société ont fait savoir qu'ils ne sont pas du tout satisfaits de leur vie. Néanmoins, comme l'indique OCHA, le retour des réfugiés burundais au pays s'accélère en 2021. Ici, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires fait savoir que le nombre des rapatriés a augmenté à 126% par rapport aux années précédentes. Avant de clore cette édition, c'est une consternation totale au sein de la famille des journalistes qui vient de perdre un journaliste éminent, Stanislas Ndayishimiye. Il œuvrait pour le compte de la RFI. Il s'est éteint après plusieurs semaines d'hospitalisation en France où il vivait depuis 28 ans. La radio publique africaine s'associe à la famille éprouvée. Que Dieu ait son âme. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 21 novembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Niwasumba à la présentation. Au revoir.